l'e-sport pourrait-il avoir une place aux Jeux Olympiques? Y avoir des athlètes de haut niveau, aussi crédibles que Teddy Riner ou l'équipe française de hand, qui pourraient ramener des médailles d'or? Vraiment? L'e-sport, ou littéralement sport électronique, a gagné une popularité et une reconnaissance mondiale au cours des dernières décennies. Même si vous n'êtes pas familier avec l'e-sport, vous avez probablement pris connaissance du phénomène. En voyant par exemple Squeezie, Gotaga et Brooks monter leur propre club d'e-sport. Ou encore via le succès de la chaîne Ego qui est sortie de nulle part et qui a gagné des centaines de milliers d'abonnés et de vues en documentant l'e-sport. Et même si tu ne connais pas du tout ce milieu, tu as au moins entendu parler de Fortnite ou League of Legends, qui sont des jeux qui ont grandement contribué à populariser l'e-sport. Malgré cette forte reconnaissance, cette pratique ne fait pas l'unanimité. Alors que certains voient l'e-sport comme une forme légitime de sport, d'autres le considèrent comme un simple loisir, avec parfois une opposition marquée entre les deux camps. Les pratiquants et les amateurs d'e-sport peuvent se revendiquer comme de véritables athlètes, alors que dans l'autre camp, un gamer peut être un paresseux ou un enfant, mais certainement pas un sportif. Maman! Oui, chérie? Plus de sandwich au poulet! Tout de suite. Alors, est-ce que l'e-sport est un sport? Ben non, pas besoin de débattre 100 ans. Mais en fait, peut-être que oui, et beaucoup plus que vous l'imaginez. Vous êtes sur la chaîne de Tifa Soa, et aujourd'hui on va parler de comment l'e-sport est passé d'une simple niche à un phénomène mondial, de la rigueur que demandent des jeux comme League of Legends, Fortnite ou Counter-Strike, et du salaire et de l'influence de certains joueurs e-sport qui feraient pâlir les footballeurs professionnels. Et même si tu n'y connais rien, reste avec moi pour en découvrir plus. Bon déjà, définissons rapidement les termes. C'est quoi un sport? Et est-ce que l'e-sport rentre dans cette définition? Traditionnellement, un sport est une activité physique compétitive qui nécessite des compétences et une pratique régulière. Il est également souvent caractérisé par un ensemble de règles et la présence d'une organisation pour réguler les compétitions. Alors, est-ce le cas pour l'e-sport? En tout cas, en ce qui concerne l'aspect compétition, oui, clairement. Les jeux e-sport sont par nature compétitifs. Ils impliquent des compétitions organisées où les participants s'affrontent pour démontrer leur supériorité. L'e-sport possède aussi des règlements précis ainsi que des organisations qui supervisent les compétitions et assurent le respect des règles. Je passe en rapide dessus, on y reviendra plus tard. Mais qu'en est-il de l'aspect physique? Bah, ils font pas grand chose, ils sont dans leur canapé du matin au soir. Mais ce serait oublier que les joueurs pro d'e-sport développent des compétences motrices fines, des réflexes rapides et une coordination œil-main exceptionnelle. Ces capacités nécessitent des heures d'entraînement. Elles sont essentielles pour performer à haut niveau et sont comparables à celles requises dans certains sports traditionnels comme le tir à l'arc. Ah bah, dans ce cas-là, les échecs, c'est un sport aussi. Eh bien, ça l'est. La Fédération internationale des échecs est reconnue par le Comité international olympique, ce qui permet aux échecs d'être considérés comme un sport. En effet, malgré le manque de performance physique, le jeu requiert quand même concentration, attention et habileté, en plus d'une endurance mentale, tout comme l'e-sport au final. En fait, quand on se demande si l'e-sport est un sport, on se demande surtout si le sport doit se limiter exclusivement aux activités physiques intensives. Si le sport doit respecter strictement sa définition de base, quoi. Gros débat en vue, attention. Pour certains, oui, l'e-sport est un sport. Les définitions évoluent avec la société, donc l'e-sport peut très bien être un sport. Et pour certains, non. Le sport doit obligatoirement être exigeant physiquement. Les définitions sont fixes et doivent respecter leur sens de base pour éviter toute ambiguïté. Mais si on se base uniquement sur le critère physique, à partir de quel niveau d'intensité on rentre dans la catégorie du sport? Est-ce qu'on risque pas de dégager le golf, le tir à l'arc ou bien même l'équitation des JO? Qui reste relativement moins intensive que la natation ou l'athlétisme. Et si l'intensité est si essentielle, est-ce qu'on risque pas de transformer le déménagement de meubles en la prochaine discipline olympique? En fin de compte, classer l'e-sport comme sport ou non reste assez subjectif. Mais quoi qu'il en soit, les compétences que nécessite la discipline sont bien réelles. Et bien, pour avoir les idées plus claires concernant la discipline des joueurs e-sport, j'ai suivi l'entraînement des meilleurs athlètes et la voici résumée en 10 secondes. Donc en gros, il faut cliquer sur le plus de boutons. Test de réaction. Clique le plus rapidement possible quand c'est vert. Ok. Seigneur Dieu. C'est un peu ridicule, non? Et pourtant, c'est nécessaire. Mais avant de voir pourquoi l'e-sport est si exigeant, il faut faire un petit détour par son histoire et celle du jeu vidéo en général, pour comprendre comment on est passé de quelques pixels animés qui nécessitent le minimum en termes d'adresse physique et mentale, à ça,
Un chaos sans nom qui t'oblige à gérer des centaines de variables en même temps. Attention, grosse session nostalgie en perspective. Tout a commencé dans les années 70 avec Pong, l'une des premières bornes d'arcade. Simulant une partie de tennis de table, Pong a introduit la compétition directe entre deux joueurs, posant les bases des futurs jeux compétitifs. Rapidement, les jeux d'arcade comme Space Invaders et Pac-Man ont émergé, et où chacun tentait d'établir le meilleur score. Même si ça restait assez simpliste en apparence, les joueurs s'entraînaient sans cesse pour battre leurs records et dominer la concurrence. Est-ce qu'on a là les prémices de l'e-sport ? En tout cas, il n'y avait pas de salles d'arcade partout, on était donc encore très loin des 600 millions de joueurs Fortnite. Heureusement, les premiers ordinateurs personnels débarquent dans les années 70 et 80. Mais à cette époque, pas d'internet. Et ce n'est pas tout le monde qui irait mettre une fortune dans un appareil juste pour du traitement de texte, de l'analyse de données ou de la programmation. Les ordinateurs personnels étaient principalement achetés par des familles aisées, des professionnels et des amateurs de technologie. Mais au fil du temps, ils allaient constituer une petite base d'utilisateurs. Et donc une opportunité pour les éditeurs de jeux vidéo qui allaient capitaliser sur eux. Dans les années 90, on commençait donc à avoir des jeux bien aboutis et qui ont posé les fondations de l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Doom en 93 par exemple. Un jeu à la première personne qui introduit le concept de deathmatch, ou match à mort en français. Le but est éliminer les joueurs adverses. Par contre, le multijoueur était un peu galère puisque chacun devait ramener son PC dans la même pièce. Et les PC de l'époque, c'est pas des MacBook Air, hein. Heureusement, le grand frère de Doom, Quake, sorti en 1996, change la donne puisque les joueurs peuvent désormais s'affronter en ligne grâce à Internet qui commence à devenir accessible au grand public. Et on a aussi l'excellente série des Age of Empires avec le premier volet sorti en 1997. C'est un jeu de stratégie en temps réel où l'on évolue dans un contexte historique. En gros, dans le 1, on passe de l'âge de pierre à l'âge de fer. L'objectif est de gérer sa population, ses bâtiments et ses ressources, donc bois, nourriture, or et pierre, afin de développer sa civilisation de façon efficace pour ensuite dominer les civilisations ennemies. À haut niveau, ça demande des compétences réelles. On n'est pas dans les Sims 4 où on crée sa ville calmement, sans pression. Bon, je crache pas sur les Sims, je sais que ce jeu jusqu'à aujourd'hui. Soul. Mais dans Age of Empires, on est en concurrence avec l'ennemi. Le nombre d'actions par minute doit être optimisé à fond. Aucun clic dans le vent. Pas de place pour l'improvisation ou le hasard. Tout doit être millimétré, voire même chorégraphié. Très vite, on a des centaines de villageois qu'on doit gérer simultanément. Ça inclut le déplacement des unités militaires et économiques pour maximiser leur efficacité, Esquiver les attaques, cibler les unités ennemies spécifiques et utiliser les formations efficacement. Optimiser la collecte des ressources et la construction en s'assurant que les ressources nécessaires sont constamment disponibles, adapter les stratégies en fonction des actions de l'adversaire, prendre des décisions rapides et précises sous pression. Waouh, tout ça en même temps. Bref, au moins ça vous donne un exemple concret de ce qu'est un jeu de stratégie en temps réel. J'étais obligée de mentionner Age of Empires puisque j'ai grandi avec le 2 sorti en 99. Donc quand une version remasterisée a vu le jour en 2019, j'ai sauté dessus. Carrément, j'ai mis Windows sur mon Mac rien que pour y jouer. J'ai plus de forum. Bon, j'abandonne. Mais bon, je pense qu'il y a du potentiel quand même, non? Venez, on s'ajoute et on joue des parties comme ça, on devient des vrais joueurs d'e-sport. Enfin, des joueurs. Faut savoir qu'Age of Empires a surfé sur l'énorme succès de Warcraft, un autre jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Warcraft 1 et 2, parus respectivement en 1994 et 1995, ont propulsé Blizzard, la société qui avait développé et édité ces jeux. Mais même si la franchise Warcraft a été et est toujours la poule aux œufs d'or de Blizzard, c'est une autre de leurs licences qui va véritablement lancer l'e-sport. D'ailleurs, à cette époque, l'e-sport ne s'appelait même pas comme ça encore. Mais tout va changer avec cette autre licence de Blizzard, StarCraft. Blizzard sort StarCraft en 1998. C'est toujours un jeu de stratégie en temps réel, mais qui se déroule cette fois-ci dans un univers de science-fiction. StarCraft, ça sera plus de 10 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait aujourd'hui le jeu de stratégie en temps réel le plus vendu de tous les temps. Et sur les 10 millions de ventes, 5 millions ont été réalisés, juste en Corée du Sud. 5 millions de Coréens. Imaginez, c'est comme si un Coréen sur 10 avait joué à ce jeu. Mais pourquoi un tel engouement, notamment en Corée du Sud? Déjà, il faut savoir que dès la fin des années 1990, la Corée du Sud a investi massivement dans le développement de son infrastructure Internet. En 2000, elle avait l'une des connexions Internet les plus rapides et les plus accessibles au monde. À cette période, la Corée du Sud a connu une explosion de popularité des PC Bang.
ces cybercafés spécialisés dans le jeu vidéo. Ces lieux offraient un accès facile et abordable aux ordinateurs et à Internet, ce qui a permis à de nombreux jeunes de jouer à des jeux en ligne comme StarCraft. Son succès repose sur son gameplay extrêmement bien équilibré. Sans rentrer trop dans les détails, les 3 races jouables offrent des styles de jeu uniques. Les chaînes de télévision coréennes ont rapidement vu le potentiel de StarCraft comme un sport spectaculaire. Des matchs étaient diffusés à la télévision, ce qui a contribué à populariser le jeu et à attirer un large public. Des tournois de StarCraft ont été organisés avec des prix importants et a contribué à professionnaliser la scène compétitive, avec le soutien des sponsors et la couverture médiatique. Les World Cyber Games, souvent appelés les Jeux Olympiques du jeu vidéo, ont tenu leur première édition à Séoul en 2000. StarCraft y a été un des jeux phares avec Age of Empires 2 ou encore FIFA 2000. La même année, la Korean eSport Association je sais l'accent, a été fondée pour réguler et promouvoir l'e-sport en Corée du Sud avec l'approbation du ministère de la Culture sud-coréen. C'est d'ailleurs le ministre de la Culture de l'époque, Park Ji-won, qui a donné naissance au mot e-sport. Ça y est, il avait beau avoir existé de manière non officielle pendant des décennies, l'e-sport était enfin reconnu. En Corée du Sud, en tout cas. Dans le reste du monde, ça restait encore marginal. Mais heureusement, les consoles de jeux allaient aider à populariser la discipline. Même si c'était très mal parti. Les consoles de jeux ont émergé fin des années 70 et début des années 80, avec notamment l'Atari 2600, dont les succès étaient des portages des jeux d'arcade du moment, comme Space Invaders et Pac-Man. On avait aussi la ColecoVision, qui fut la première console de salon à accueillir le jeu Donkey Kong d'une certaine société japonaise appelée Nintendo. C'est d'ailleurs dans ce jeu que l'on voit apparaître pour la première fois le personnage Mario, qui s'appelait alors Jumpman. Mais voilà, malgré ses succès, une console de jeu c'était quand même un jouet de luxe que pas tout le monde pouvait se permettre. En plus, au même moment, l'ordinateur commençait à devenir accessible. Et certaines marques n'hésitaient pas à être un peu fourbes dans leur communication. Pourquoi acheter à vos enfants des consoles de jeux et les distraire de l'école alors qu'un ordinateur prépare leur entrée à l'université ? Et le crack du jeu vidéo de 1983 n'a rien arrangé. Le secteur s'est effondré en Amérique du Nord. L'une des causes principales ? Un grand nombre de jeux produits dont beaucoup étaient de mauvaise qualité. L'exemple le plus célèbre est le jeu E.T. l'extraterrestre, qui a été un échec commercial majeur. C'est même le pire jeu de l'histoire pour certains. Oh, I can do this. Good. Conséquence, une méfiance de la part des consommateurs, qui finit par pousser les sociétés spécialisées dans le domaine du jeu vidéo à fuir. Bon, on arrête les jeux vidéo, on va faire des films. Mais alors que tout va mal pour tout le monde, Nintendo, qui était principalement connu à l'international pour le jeu Donkey Kong, sort une nouvelle console, la NES, en 1985. Et c'est un succès, en Amérique et partout dans le monde. Mais comment ? Un marketing en béton et des jeux de haute qualité. Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid. À ce moment, le Japon commence à dominer le marché des consoles de jeux, avec Nintendo en tête, et Sega qui les talonne de près. D'ailleurs, c'est en voulant créer une mascotte aussi forte que Mario que Sega a créé Sonic. Mais malgré quelques réussites, Sega restera dans l'ombre de Nintendo. Et ça se complique pour eux avec l'arrivée d'un troisième acteur japonais dans la course en 1994, Sony et sa PlayStation. La PlayStation deviendra la première console à dépasser les 100 millions de ventes, popularisant ainsi des licences comme Street Fighter, Tekken et Gran Turismo, qui deviendront des jeux compétitifs populaires et propices à l'e-sport. Au début des années 2000, Nintendo n'est pas en reste avec ses propres jeux de combat et de course. Super Smash Bros, où l'ensemble des personnages de Nintendo sont amenés à se taper dessus, de Mario à Link en passant par Pikachu. Et le classique Mario Kart qui a brisé plus d'une amitié, est-ce que je dois le présenter davantage ? Du côté de Sega, c'est la fin de la course. Ils arrêtent de produire des consoles et Sonic poursuivra ses aventures sur d'autres plateformes. Sega laisse ainsi sa place d'éternel troisième à une société américaine bien connue, Microsoft, qui débarque en 2001 avec la Xbox. La Xbox a l'énorme mission de concurrencer la grande sœur de la PlayStation, la PS2, sortie l'année d'avant, et dont le succès est encore plus important que le premier modèle. Avec 160 millions d'unités vendues, la PlayStation 2 reste aujourd'hui la console la plus vendue de tous les temps. Et quelques années plus tard, la PS3 et son PlayStation Network gratuit rendront accessible la compétition en ligne à une grande partie de la population. Ah là là, le PSN gratuit.
Quelle époque. C'est aussi l'époque où les périodes de Noël étaient rythmées par FIFA et Call of Duty, Modern Warfare 2, Black Ops. Pour beaucoup de gens de ma génération, c'est là où s'est situé le tournant. On ne jouait plus seulement pour se divertir, mais pour être le meilleur. Et avec l'arrivée de YouTube, certains s'amusaient à partager leurs replays pour montrer leurs skills, quand d'autres les regardaient pour s'améliorer. Les premières stars de YouTube à ce moment-là, c'est pas Cyprien, Squeezie, Angel Phoenix ou Thibaut InShape, mais les joueurs Call of tels que Diablo X9. Mon Dieu, il y a Diablo X9, maman. Arrête, il y a le dieu de la PlayStation. Ah ouais, les gars, vous gérez trop là, sérieux. Et ce sera amplifié avec l'arrivée de Twitch peu après. À ce moment, le monde doit se rendre à l'évidence. Le jeu vidéo n'est plus seulement une mode ou un truc de niche, c'est un phénomène mondial qui allait durer. Avec un tel engouement, vous comprenez bien que l'e-sport ne restera pas cantonné à la Corée du Sud ou à StarCraft très longtemps. D'ailleurs, après la sortie de StarCraft, la société Blizzard s'est recentrée sur sa série à succès, Warcraft. Blizzard sort donc Warcraft 3 en 2002, qui aura un impact monstrueux sur l'e-sport. Cette fois-ci, le jeu introduit des héros qui gagnent de l'expérience, montent en niveau et acquièrent des objets améliorant leurs capacités, ainsi qu'un éditeur de cartes permettant aux joueurs de créer de nouvelles règles et modes de jeu. Et justement, quelques joueurs s'en serviront pour créer un mode de jeu intitulé Defense of the Ancients, soit Dota, où des équipes de héros uniques s'affrontent pour détruire l'ancien, une structure située dans la base ennemie. Ouais, sur le coup ça a l'air compliqué à comprendre, mais si je vous dis MOBA, est-ce que c'est plus clair? Oui, car avec Dota, c'est la naissance d'un nouveau genre. Les Multiplayer Online Battle Arena, ou bien les MOBA. Pour que vous compreniez bien le principe, on va se pencher sur Pokémon Unite, qui est un MOBA basé sur l'univers de Pokémon, et qui est un jeu très facile d'accès et simpliste. En plus, Pokémon, c'est la licence la plus rentable de tous les temps, donc ça parlera à tout le monde. Donc, dans Pokémon Unite, en début de partie, les joueurs choisissent un Pokémon unique, puis s'affrontent en équipe de 5 pendant 10 minutes sur une carte prédéfinie. Chaque Pokémon a des compétences et un rôle spécifique qui influencent la stratégie de l'équipe. Attaque, défense, polyvalence, vitesse, soutien. Par exemple, Pikachu est orienté attaque, et donc pour s'adapter aux différentes situations du jeu, une équipe équilibrée est primordiale. Même principe dans les autres MOBA. Le but est de travailler en équipe afin de détruire les tours de l'ennemi. Les joueurs de chaque équipe se répartissent sur les voies principales, c'est via celles-ci qu'ils vont tenter d'aller frapper les zones adverses tout en défendant les leurs. Entre ces voies se trouve ce qu'on appelle la jungle. Elle est remplie de Pokémon sauvages qui donnent de l'expérience et de l'énergie. Un joueur, souvent un Pokémon orienté vitesse, est désigné pour parcourir cette zone afin de maximiser la collecte de ressources pour l'équipe. Plus on accumule de l'énergie, plus on peut infliger des dégâts au camp adverse. On peut également obtenir cette énergie en éliminant des joueurs adverses. Pareil pour l'expérience. Au fur et à mesure qu'un Pokémon gagne de l'expérience, il monte en niveau et évolue, débloquant de nouvelles compétences plus puissantes. Il faut donc éliminer au maximum l'ennemi et les Pokémon sauvages, tout en évitant de se faire éliminer soi-même, car mourir donne des ressources à l'ennemi. Au final, l'équipe qui aura infligé le plus de dégâts avec l'énergie accumulée, autrement dit, qui aura le plus scoré, remporte la partie. D'ailleurs, on ne peut pas stocker cette énergie à l'infini, ce qui nous pousse régulièrement à aller attaquer les zones adverses pour se décharger, ce qui déclenche bien souvent les confrontations. À haut niveau, il n'est plus question de foncer dans le tas de manière aléatoire. La communication et la coordination avec les coéquipiers sont essentielles pour contrôler les zones clés de la carte, soutenir les alliés et attaquer les adversaires de manière synchronisée. Il faut savoir quand et où faire des kills pour maximiser l'expérience et l'énergie, tout en empêchant les adversaires de faire de même. Il faut aussi faire preuve de précision, de réflexe et d'adaptabilité. Par exemple, utiliser une capacité ultime au bon moment peut renverser le cours de la bataille. Voilà ce qu'est un MOBA. Mais même si l'exemple de Pokémon Unite est parlant, il est loin d'être le MOBA le plus populaire ou le plus complexe. Il est même assez récent. C'est League of Legends, ou autrement dit, LoL, développé par Riot Games et sorti en 2009, qui deviendra le jeu le plus populaire de ce genre. D'ailleurs, en 2009 également, la société Valve rentre elle aussi dans la course au MOBA. Petite parenthèse rapide pour vous dire qui est Valve. C'est la société à l'origine, entre autres, de Counter-Strike, un jeu de tir à la première personne où deux équipes s'affrontent. L'une est composée d'attaquants et l'autre de défenseurs. Et toutes deux ont des objectifs contraires. Par exemple, dans le mode de jeu le plus populaire, une équipe doit poser une bombe, tandis que l'autre équipe doit empêcher cette action. Là aussi, on est sur un gros succès e-sport. En partie grâce au fait que le jeu est sorti en plein essor de l'internet. Mais Valve ne veut pas se contenter d'avoir le jeu de tir à la première personne du moment. Valve veut aussi son MOBA. Leur objectif, réaliser un Dota numéro 2 et d'en faire un jeu à part entière indépendant de Warcraft 3. Mais quand je dis réaliser un Dota 2, c'est pas juste une expression. Ils veulent vraiment créer le 2
sans même avoir fait le 1. Pour rappel, Dota n'est pas un jeu à part entière, mais juste un mode créé par des joueurs passionnés au sein de Warcraft 3. Étant donné que Dota 1 n'était pas la propriété technique de Blizzard, Valve pouvait se permettre de créer une suite officielle, Dota 2, et d'en faire un jeu indépendant. D'ailleurs, Valve avait déjà une expérience réussie avec cette approche. Leur jeu Counter-Strike n'était pas un jeu indépendant de base, mais juste un mode créé par des joueurs d'un autre de leur jeu, Half-Life. Ce mode allait devenir plus tard le Counter-Strike que l'on connaît. Un jeu indépendant à part entière grâce au soutien de Valve. Et donc, de la même manière, Valve finira par sortir Dota 2 en 2013. Étant du côté de Dota 2 que de League of Legends, leurs créateurs organiseront des tournois avec des récompenses se chiffrant en millions de dollars pour créer un engouement autour de leur MOBA et de l'e-sport de manière générale. Je vais être honnête, c'est bien plus tard que je découvre les MOBA. En 2016 pour être exact, avec Paragon. Le jeu est gratuit sur PS4, il m'en faut pas plus pour m'y mettre et kiffer. C'était le premier MOBA en 3D, là où les autres ne proposaient qu'une vue du dessus, d'un Paragon pouvait sauter et la verticalité ajoutait une touche de complexité. Mais vu que je suis maudite, les développeurs du jeu ont décidé de l'arrêter du jour au lendemain. Et vous savez pourquoi? Car les développeurs du jeu ne sont autres qu'Epic Games. Et Epic Games venait de tout ravager avec Fortnite. Ils ont donc fait all-in dessus pour mon plus grand malheur. Paragon n'a pas su tirer son épingle du jeu entre League of Legends et Dota 2. Donc, Epic Games s'est sûrement dit « Ok, si on n'arrive pas à suivre la mode, alors on va la créer. » Et ils ont eu raison. Peut-être que leur but était de rendre le MOBA démodé d'ici 20 ans, on sait pas. Fortnite, ça a été un raz-de-marée. Pas seulement pour moi qui venais de perdre mon jeu préféré, mais aussi pour l'e-sport et le monde du jeu vidéo de manière générale. Fortnite sort en 2017 et fait immédiatement sensation, notamment avec son mode Battle Royale. C'est un mode de jeu compétitif dans lequel 100 joueurs s'affrontent pour être le dernier survivant. En gros, les Battle Royale, c'est Hunger Games. D'ailleurs, le genre explose après le succès de ces films. En quoi ça consiste exactement? Dans Fortnite, les joueurs commencent la partie à bord d'un bus volant. Ils survolent l'île du jeu et peuvent sauter à tout moment pour se parachuter vers l'endroit de leur choix. Comme dans Hunger Games, soit vous sautez là où vous avez les armes et des équipements de haute qualité, mais au risque de rencontrer beaucoup d'ennemis dès le début, soit vous vous excentrez pour éviter les combats et vous préparez plus tranquillement. Une fois au sol, l'objectif est d'éliminer les autres joueurs tout en évitant d'être éliminé soi-même. Mais petite particularité, dans Fortnite, vous avez la possibilité de construire des structures, donc des murs, des rampes, des toits, que ce soit pour se défendre, atteindre des endroits stratégiques ou se protéger lors des combats. La collecte des matériaux comme le bois ou le métal est donc importante. Et pour éviter que les joueurs ne se cachent indéfiniment, une tempête autour de la carte se rétrécit progressivement vers une zone bien précise. Les joueurs doivent se déplacer constamment pour rester à l'intérieur de cette zone sûre. Ceux qui se retrouvent dans la tempête subissent des dégâts continus jusqu'à leur élimination s'ils ne reviennent pas dans la zone sûre. La sauce prend très vite, c'est un succès qui dure jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, Fortnite, c'est 650 millions de joueurs inscrits, dont 230 qui se connectent dans le mois, avec 1 à 3 millions de joueurs connectés simultanément en tout temps. Et ce succès s'explique par plusieurs raisons. Le mode Battle Royale tout d'abord, le concept était en plein essor notamment avec le jeu PUBG, sorti la même année, qui lui aussi a été un Battle Royale à gros succès. Mais Fortnite combine d'autres éléments populaires, que ce soit des éléments de jeu de tir et des éléments de construction rappelant le jeu Minecraft qui avait matrixé toute une génération. Mais on ne peut pas résumer le succès de Fortnite qu'à son gameplay. La gratuité du jeu ainsi que l'aspect coloré et cartoon ont attiré un paquet de jeunes joueurs. La gratuité du jeu était contrebalancée par ces microtransactions, où les joueurs pouvaient dépenser quelques euros pour différents skins, en gros différentes apparences ou costumes. Carrément, le cadeau de Noël préféré des enfants, c'est devenu les skins Fortnite, au point que les autres jeux ont eux aussi abusé de la pratique. D'autant plus qu'ils n'avaient pas attendu Fortnite pour abuser des microtransactions. 40 $ pour habiller son Pokémon dans Unite par exemple, sérieux. Et même les jeux solo étaient en roue libre à partir de là. À la limite, je peux concevoir qu'on paye un skin pour paraître plus stylé auprès des autres joueurs. Mais dans un jeu solo, pourquoi être le plus stylé? Comme si l'IA allait se dire « Waouh, il a trop de flow lui !» Enfin bref, c'est peut-être à cause du fait que Fortnite ciblait un peu trop les enfants et les adolescents qu'il a été dans un premier temps autant aimé que détesté. Il est à moi le bleuvage. Non, fais pas le coup. Fortnite est devenu ma femme. Non mais regardez ça, Michou en tendance, Michou. Non mais c'est qui? D'où il sort? Excusez-moi. Et même les détracteurs du jeu ont fini par prendre la vague. Comme moi. Et le succès déjà énorme s'est maintenu jusqu'à ce jour, grâce à ces mises à jour régulières et ces événements en continu. La popularité initiale de Fortnite a attiré l'attention de grandes marques et franchises, souhaitant profiter de l'énorme base de joueurs pour promouvoir leurs produits et événements.
Lego, Nike, Balenciaga, Ferrari. On a aussi eu droit à un concert de Travis Scott sur le jeu. Ou encore d'Ariana Grande. Fortnite s'est même payé le luxe d'apparaître dans le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Thor, il est revenu. Le jeune dans la télé m'a encore appelé tête de nœud. Nous, Master. En retour, ces collaborations ont amplifié l'attrait de Fortnite, attirant encore plus de joueurs et renforçant davantage la présence des joueurs existants. Au point que certains joueurs de foot reprenaient certaines danses Fortnite en guise de célébration. Le jeu vidéo n'aura jamais été aussi hype. Les termes no life et geek étaient des insultes à l'époque. Maintenant, être un geek, c'est devenu stylé. Et c'était pas gagné avec les médias qui méprisaient les joueurs. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Non, attardez, c'est un MMORPG. Bon, quand même, après, ça n'empêche pas Macron de dire que les jeux vidéo sont responsables des émeutes. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Oh là là, j'étais à bon dos. Comme toujours. Bon, après, certains comportements de joueurs ne servent pas à la cause non plus. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Malgré tout, Fortnite, entre autres, a globalement renversé la tendance. Le jeu vidéo est devenu une pratique courante et normale. Et vous vous doutez bien qu'avec une telle hype, ça a forcément eu un impact positif sur l'e-sport. Encore plus qu'en 2019, Epic Games a organisé la première Fortnite World Cup, avec un prize pool de 30 millions de dollars, l'un des plus grands dans l'histoire de l'e-sport. Ça a forcément attiré une grande attention médiatique, faisant découvrir l'e-sport à un public plus large et diversifié. Ça a aussi indirectement augmenté la visibilité des autres jeux e-sport qui bénéficiaient de la montée en popularité de ce secteur. Et donc, à quoi ressemble l'e-sport concrètement aujourd'hui ? L'e-sport moderne est dominé par tous les jeux que j'ai pu citer précédemment, chacun ayant sa propre scène compétitive, robuste et une large fanbase. On a bien sûr Fortnite, du côté des MOBA, les références sont toujours League of Legends ou Dota 2. De même pour Counter-Strike, qui reste l'une des licences références en termes de jeux de tir à la première personne en équipe. Dans le genre, on retrouve également Overwatch et Valorant. Ces derniers ont été respectivement créés par les sociétés ayant développé Warcraft et League of Legends. C'est d'ailleurs sur Valorant que Gentlemate débute. Il s'agit du club e-sport fondé par le trio de streamers Squeezie, Gotaga et Brooks, les deux derniers étant également des ex-joueurs pro de Call of Duty. L'e-sport se démocratise petit à petit en France, comme on peut le voir avec la Carmine Corp de Kameto, qui a récemment investi les arènes de l'Agora à Évry, devenant ainsi la première équipe d'e-sport européenne à intégrer une enceinte en tant que club résident. Oui, tout comme dans le foot, il existe des équipes professionnelles d'e-sport et des ligues pour promouvoir et réguler les compétitions. On a également des entreprises qui investissent massivement dans l'e-sport. Des marques comme Red Bull, Nike, Adidas et Coca-Cola sponsorisent des équipes, des événements et aussi des joueurs individuels, qui sont des véritables stars dans leur domaine. Faker par exemple. Ce joueur sud-coréen est considéré comme l'un des meilleurs de League of Legends. Il a gagné 4 fois les championnats du monde et plusieurs millions de dollars de gains, hors salaire et sponsoring. On peut aussi parler de Bugha, ce joueur américain connu pour avoir remporté la première Fortnite World Cup en 2019 à seulement 16 ans, gagnant au passage 3 millions de dollars. Mais comment se hisser aussi haut ? Est-ce que c'est de la chance ? Un joueur d'e-sport est-il vraiment le cliché du joueur vautré dans son canapé ? Je ne sais même pas s'il fait du sport. Je ne sais même pas s'il sait courir. Les équipes d'e-sport disposent de structures d'entraînement avancées et des infrastructures dédiées, similaires aux clubs de foot. Les grandes équipes d'e-sport ont même des académies pour former les jeunes talents. L'entraînement d'un joueur pro e-sport est intense et structuré, combinant des aspects physiques, mentaux et stratégiques. Les joueurs passent de nombreuses heures à jouer pour affiner leurs compétences, généralement 8 à 12 heures par jour. Ils revoient leurs parties, analysent leurs erreurs et leurs succès et étudient les stratégies des adversaires. Ils travaillent sur la communication en jeu et la coordination avec les autres membres de l'équipe. D'ailleurs, les équipes ont souvent des coachs qui fournissent des conseils stratégiques, des analyses de performance et des plans d'entraînement. Bien que le jeu vidéo soit principalement mental, une bonne condition physique aide à maintenir la concentration et la santé générale. Des exercices réguliers sont encouragés. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des blessures physiques existent. La plus connue étant le syndrome du canal carpien, une compression du nerf médian au niveau du poignet. Kyle! Mais vieux, qu'est-ce que t'as? Canal carpien! Sûrement l'équivalent des ligaments croisés au foot. Mais on retrouve aussi des problèmes de dos, de cervical, liés à la pratique intensive. L'expansion de la discipline aujourd'hui fait que les équipes font de plus en plus attention à leurs joueurs. Au-delà des exercices pour se maintenir en bonne forme, on a aussi des exercices de motricité fine et de coordination œil-main, conçus pour améliorer la coordination et la rapidité des mouvements. Et comme dans tout sport, l'entraînement n'est pas 100% efficace si la diète et le repos ne suivent pas.
Une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir l'énergie et la concentration, tout comme le sommeil. Des horaires de sommeil réguliers sont donc souvent imposés. On utilise aussi des techniques de relaxation, méditation et autres méthodes de gestion du stress pour rester calme et concentré sous pression. Un esprit sain dans un corps sain. En bref, l'e-sport a adopté de nombreux aspects de sport traditionnels, notamment en termes d'organisation, de popularité, de starification et de sponsoring, partageant de nombreux traits avec des sports établis. Alors, suffisant pour voir les jeux vidéo aux Jeux Olympiques ? Comme on l'a vu précédemment, les exigences physiques et mentales sont bien là. Mais au-delà des exigences physiques et mentales, la discipline s'organise exactement comme un sport à part entière. Les sports partagent aussi les valeurs du sport. Dépassement de soi, discipline, respect, fair play, travail d'équipe. Et on ne peut pas nier non plus que la discipline a une audience massive et mondiale, avec certains matchs de Fortnite ou League of Legends, qui sont ultra dynamiques et très plaisants à regarder. D'ailleurs pour certains, c'est ce qui fait que l'e-sport mériterait plus d'accéder aux JO que les échecs par exemple. Avec tout le respect que j'ai pour les échecs bien sûr. Parce que les échecs ne sont pas forcément quelque chose de très dynamique et donc de plaisant à regarder pour une grande audience. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains jeux ne sont pas des jeux e-sport plus populaires à mon sens, malgré leur aspect compétitif. Par exemple, Pokémon. Pas Pokémon Unite, mais les jeux Pokémon principaux. C'est du tour par tour comme aux échecs. Il n'y a rien de fun à regarder. Encore plus avec les animations actuelles. Ah. Gris acier, armure comme lui. Armure en maximum. Pourtant, avec le succès de la licence, Pokémon a toujours essayé de prendre en compte la dimension e-sport des jeux et de l'équilibrer au maximum pour que ce soit viable compétitivement. Et ce, dès le début de la licence. Par exemple, avec la table des types. J'imagine que vous savez que le style de combat de Pokémon se base sur les affinités de types. Le feu bat la plante, qui bat l'eau, qui bat le feu, et ainsi de suite. Comme aux pierres, feuilles, ciseaux. Problème. Dans la première génération de Pokémon, le type Psy était surpuissant, car aucun autre ne lui résistait. C'est ainsi qu'on a vu apparaître les types Ténèbres et Acier dans la génération suivante pour contrebalancer. Même débat dans les jeux de combat. En faisant un jeu Dragon Ball fidèle au manga, tout le monde jouerait Goku Ultra Instinct maîtrisé, qui est potentiellement le personnage le plus puissant, mais ça rendrait le jeu monotone, d'où la nécessité d'un équilibrage pour vraiment s'imposer parmi les jeux e-sport. Mais pour en revenir à Pokémon, même avec un équilibrage progressif, un problème demeure, le hasard. Avec une petite probabilité de faire un coup critique à chaque attaque, un joueur en train de perdre peut se voir conférer la victoire, sur un coup de chance. On a aussi la précision des attaques qui vont jouer. Même avec 95% de chance de précision, certaines attaques peuvent rater si la malchance est avec toi. Bon, si je rate, c'est chiant, mais je veux pas rater une deuxième câlinerie quand même. Ah, si. Pareil avec d'autres facteurs comme la paralysie ou la peur, qui peuvent empêcher ton Pokémon de jouer si les probabilités sont contre toi. Et c'est l'une des raisons qui fait que, pour moi, Pokémon ne se distingue pas en e-sport contrairement à des Fortnite ou des League of Legends. Pareil pour le poker. Même si le poker est reconnu par le Comité international olympique comme un sport, le facteur chance reste trop important. Et même si un bon joueur de poker, ou même de Pokémon, veut tout faire pour minimiser le facteur chance, il n'est pas impossible qu'un joueur moyen s'en sorte face à un champion grâce à la chance. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, quand on se penche sur les plus gros jeux e-sport, on observe une rigueur physique et mentale importante, des règles strictement définies qui réduisent l'aspect hasard, un dynamisme, de la créativité et de la variété qui rendent le tout plaisant à regarder, et surtout des millions de fans à travers le monde. Ce qui fait définitivement de l'e-sport un sport. Le Comité international olympique reconnaît d'ailleurs la discipline comme sport depuis 2017. Mais comme les échecs et le poker au final, qui ne figurent pas au JO. Alors, qu'en sera-t-il du jeu vidéo ? Déjà, l'e-sport est une discipline à part entière des jeux asiatiques depuis 2022, avec des jeux comme Dota 2, League of Legends ou Street Fighter V. Et il semblerait que les jeux vidéo auront droit à leur JO, mais dans une compétition dédiée et propre à l'e-sport. Les Jeux Olympiques de l'e-sport. Bon après, vu le nombre de jeux e-sport populaires, ça aurait été compliqué je pense de tous les intégrer aux JO traditionnels. Donc, véritable reconnaissance ? Ou bien est-ce un moyen de cacher la poussière sous le tapis en mettant ça dans une compétition à part ? D'autant plus qu'une semaine olympique de l'e-sport avait eu lieu en 2023, et que bon nombre de jeux populaires comme Counter-Strike ou League of Legends ont brillé par leur absence. Est-ce que le comité est encore frileux avec les jeux de tir réalistes et l'image que ça peut renvoyer ? Et donc, est-ce que les Jeux Olympiques de l'e-sport vont se limiter à Just Dance au final ? Bon, on va pas cracher sur Just Dance, d'autant plus que la championne olympique de ce jeu, The Fairy Dina, est française. Dina ! Joueur professionnel d'e-sport. Ça fait rêver comme métier quand même. Bon, je vais casser l'ambiance, mais pour faire partie des meilleurs, il ne faut pas juste jouer. Celui qui est ni performant,
ni remarquable a peu de chances de finir pro et de faire du jeu vidéo son travail. D'ailleurs, peu de joueurs dans le monde peuvent en vivre à long terme. Retour à la case chômage donc, sans expérience aux yeux des employeurs. Alors que pourtant, la coordination et le travail d'équipe te sont parfois mieux enseignés dans les jeux vidéo qu'à l'école. Des compétences que les recruteurs ne savent pas forcément valoriser, notamment chez la Gen Z. Et le comportement des Gen Z ne joue pas en leur faveur, puisqu'ils sont parfois vus comme des rebelles du travail, refusant l'exploitation et les heures supplémentaires non payées, contrairement à leurs aînés. Je décrypte justement ce phénomène dans ma vidéo intitulée « La Gen Z, les rebelles du travail ». Mais avant d'aller la voir, n'hésite pas à commenter ou à liker, car ce sujet sur l'e-sport m'a demandé un gros travail. Donc si t'es resté jusque-là et que t'apprécies, n'hésite pas à me le signaler. A tout de suite dans les commentaires ou dans la partie 2 de cette vidéo, ou sinon, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.